Et oui, vous êtes les bienvenus dans ce débat Faire croiser, je vous l'annonçais, qui s'invite au chapitre éducation, la reprise de l'évaluation diagnostique au profit des enseignants de la maternelle et du primaire. Vous l'avez suivi sur nos antennes il y a quelques semaines. L'État avait annoncé l'organisation sur le plan national, sur tout le territoire national, d'une évaluation diagnostique afin de vérifier les compétences pédagogiques des enseignants de la maternelle et du primaire. L'actualité remonte au samedi 16 juin 2018. Au lendemain de cette organisation, eh bien, le gouvernement s'est rendu compte de certaines irrégularités, de certains dysfonctionnements. C'est ainsi que le Conseil des ministres a décidé de la reprise de cette évaluation au profit de cette même corporation, que dis-je, des enseignants de la maternelle et du primaire, ceci pour le 28 juillet dernier, donc samedi dernier. Alors, ce qui fut fait. Et le constat, c'est que la majorité des enseignants a boycotté cette reprise. Qu'est-ce qui explique le phénomène? Pourquoi ce boycott? Qu'est-ce qui explique cette posture, cette position des enseignants de la maternelle et du primaire sur le plan national? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que nous avons invité pour vous Monsieur Proginontor Frédéric, secrétaire général du SINAPRIM, et Monsieur Thibozo Ghislain, SG de Signeux Bénin. Monsieur Proginontor, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité face à vous, votre compère, Monsieur Thibozo Ghislain. Bonjour à vous. Oui, bonjour, comment vous allez? Grâce à l'Éternel. Alors, le sujet ici, c'est bien cette reprise des évaluations que vous devrez normalement bien accueillir, parce que l'État, l'instance organisatrice, s'est rendu compte des dysfonctionnements, des irrégularités qui auraient pu impacter sensiblement les résultats issus, les résultats attendus de la première évaluation du 16 juin dernier. La raison pour laquelle l'État a décidé de reprendre cette évaluation pour vous samedi dernier. Mais vous ne l'entendez pas de cette oreille. Monsieur Proginontor. Oui, monsieur le journaliste. D'abord, je vous remercie de nous avoir accordé quelques minutes pour nous prononcer sur ce sujet. Mais avant tout, permettez-nous de rendre hommage à un grand combattant de lutte qui nous a laissé à la veille de ce boycott général. Il s'agit du camarade Fafo Laurent Joël. Il était avec nous le mercredi en AG à Brégamin. Le jeudi également, on était en AG à Papa-Sante. Et il nous a quittés en allant à la maison. Il a été fauché par la mort. Il nous a quittés. Il est parti. L'Éternel en a décidé ainsi. En a décidé. Il est parti, l'âme dans la main. Et nous pensons que là où il est actuellement, la mission qu'il avait commencée, nous avons accompli cette mission le samedi dernier. Je pense qu'il serait en pleine joie là où il serait. Donc Joël, là où tu es, je pense que tu serais content de nous. Parce que tu as commencé avec nous. L'Éternel en a décidé. Alors, après cet hommage, monsieur Proginontor, comment en est-on arrivé là? Oui, monsieur le journaliste. Et d'abord, qu'il vous souvienne, le 23 mai, au cours de la session du Conseil sectoriel du dialogue social, au niveau du MAM, qui avait eu lieu à Bomé, le ministre avait fait une communication et avait annoncé cette évaluation. Et qu'il vous souvienne, les délégués de la FESEL-CSTB avaient réagi et avaient pris position contre ce complot qui se prépare sur le dos des enseignants et avaient alerté les enseignants de se lever, de faire attention. De la même manière, le secrétaire général de la CSTB, depuis la Genève, a pris l'information et a fait une audio, a demandé aux enseignants alors de faire attention à ce complot-là, mais il y a quelque chose qui se cache derrière cette évaluation diagnostique qui s'était prévue sur 2 phases. Il faut faire d'abord une évaluation physique et après évaluation de capacité intellectuelle. Permettez-moi de vous dire que cette première phase, les gens nous ont envoyé des enquêteurs dans les écoles et aller voir dans quelles conditions
Les enquêteurs viennent dans les écoles, ils prennent les élèves et on leur demande quels sont les enseignants qui viennent en retard à l'école, qui sont les enseignants qui font grève dans votre école, qu'est-ce qu'ils vous prennent comme ci, comme ça. Alors, vous en savez bien, lorsque nous sommes en face des élèves, il y a des élèves paresseux qui vous détestent. Imagine que tu es en face, cet enquêteur est en face de cet élève. Ces questions, les questions qu'on va lui poser directement, iront contre l'enseignant. Et c'est ça que le gouvernement va prendre comme une enquête fiable et agir. Les enseignants qui vont en grève. Voilà, c'est pour vous dire que nous venons de quitter la grève. Et il faut mettre tout en œuvre pour humilier l'enseignant, pour réprimer. C'est votre conception, ça. Bon, c'est comme ça, c'est le constat. C'est comme ça que vous avez accueilli l'organisation de cette évaluation diagnostique. C'est le constat. Et vous avez vu pour la phase de l'évaluation de capacité, mais vous avez vu comment pour la première évaluation le 16 juin, mais allez voir dans quelles conditions les enseignants avaient composé. On en a parlé. Vraiment. Vous évoquez les conditions. C'est dit qu'il y a des choses à reprocher à cette première évaluation du 16 juin dernier. Alors moi je dirais qu'il y a beaucoup de choses à se reprocher. On en a parlé ici sur ce plateau. C'est pourquoi l'État a décidé de reprendre cette évaluation. Oui, les arguments parce que certains n'ont pas composé, parce que d'autres n'ont pas eu pour faute de numéro matricule, n'ont pas été acceptés dans les centres de composition. Merci monsieur le journaliste. Vous voyez, ce que vous venez d'énumérer, c'est ce que le Conseil des ministres le 11 juillet avait établi aussi. Vous venez de dire qu'il y a des irrégularités. Il y a des insuffisances. Le gouvernement l'a reconnu. Le gouvernement l'a reconnu. Et c'est pour corriger ces irrégularités que le gouvernement a décidé d'organiser à nouveau cette évaluation au profit des enseignants de la maternelle et du primaire, le 28 dernier. Mais permettez-moi de faire une petite analyse. Je prends un exemple. Pour l'examen blanc du BPC organisé la dernière fois, les gens ont parlé d'irrégularité, on est allé même arrêter les directeurs, les censeurs, on les a punis, on les a envoyés même en prison. Oui. Et pourquoi pas cette fois-ci, il y a d'irrégularités et on pense que les 98% des enseignants qui sont venus composer, qui sont coupables de ces irrégularités, il faut les ramener, revenir. Vous avez suivi le Conseil des ministres qui a décidé de la reprise? Mais j'ai bien suivi. Les arguments qu'ils avaient donnés, c'était quoi? Qu'il avait insuffisance de preuves, il y a des cas de maladie, absence de certains enseignants. Voilà les arguments que le Conseil des ministres a donnés. Alors, lorsque vous allez à une composition, nulle part ailleurs, nulle part même du New York à Paris, vous ne verrez jamais 100% des candidats à un concours ou bien à un examen venir composer. Il y a toujours des cas d'absence, de maladie et consorts. Et il y a des sections de rattrapage qui sont souvent organisées à ceux-là. Et vous avez vu, lorsque, à entendre Vous avez dit qu'il y a des sections de rattrapage. De rattrapage pour ces absents. Ça veut dire possibilité de corriger. De corriger. Mais c'est ce qu'a tenté de faire l'État. Mais il semble que... Écoutez-moi bien, monsieur le journaliste. Vous m'écoutez bien. Alors, on dit que 97%, environ 97% des enseignants sont venus composer. Et 3%, 2% sont absents. Pour la première évaluation. Il faut faire ce rattrapage à qui? À ces 98% ou bien à ces 2%? À ces 2%, normalement. C'est ce qui devait être fait. Oui. S'il n'y avait pas autre idée qui est cachée derrière cette évaluation, comment peut-on comprendre qu'on demande à ces 98% de revenir pour venir composer une deuxième fois? Ça ne se dit nulle part. Ghislain Thibodeau, à en croire votre vis-à-vis, monsieur Proginotor, il ne faille pas demander, il faille plus demander aux 98% de venir composer. Il faille seulement inviter les 3%. Mais de vous à moi, des principes pédagogiques que nous avons en commun, les grands courants de la pensée pédagogique, est-ce qu'il y a un principe qui dit que l'évalué ou le législateur doit associer l'évalué ou je dirais les candidats aux coulisses des préparations d'un examen? Merci, monsieur le journaliste. Et avant de répondre, laissez-moi vous dire que je ne suis pas léger au niveau national, je suis au niveau départemental du littoral. D'accord, merci du rectificatif. Alors, vous voyez, on parle de partenaires sociaux. Que vous êtes. Que nous sommes. Et nous sommes indispensables. Je ne vous dirai pas le contraire.
nous sommes indispensables, donc il faut nécessairement que le gouvernement ou bien que les partenaires sociaux soient associés à toute décision. Maintenant, s'il faut venir par rapport au boycott, j'irai dans le même sens que mon frère progéniteur. L'argument avancé par le ministre, il a dit quoi? Il a parlé d'absence, qui est exprimée à moins de 2%. Vous aviez parlé de 3%, non? Parce qu'ils ont dit, le DINFRE... Encore que ce pourcentage que vous avancez... Non, non, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le DINFRE qui était arrivé, nous dit ça. Il était sur Radio OETB, je crois. Hein. Et le DINFRE avait exprimé... Directeur de l'INFRE. Oui, oui. Que le nombre de participants était à plus de 98%. Pour la première évaluation. Pour la première évaluation. Maintenant, les 2%, c'est à cause des moins de 2% là qu'il faut réévaluer. Je suppose un peu que les amis du CEPA, à cet examen là, il y a eu ces moins de 2% là qui étaient absents. Alors, nous allons reprendre le CEP. Non. Non, ce n'est pas à cause des 2% là qu'il faut aller réévaluer les enseignants. Et parmi nous, vous voyez, il y a des grands-pères. À la première évaluation, moi, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui était tombé derrière moi parce qu'il était fatigué. C'est ce gouvernement même qui les a amenés à 60 ans. Et il y en a parmi eux qui ont fait des dispenses. Et vous pensez que l'enseignant qui n'arrive plus à tenir 2 heures de composition peut continuer à enseigner et que l'État n'a pas raison là c'est la faute à qui? Et que l'État n'a pas raison là de vérifier ces petits détails? Non, c'est le gouvernement aussi qui les a amenés. Le gouvernement, il était en train de refuser ça. Qu'ils doivent aller à la retraite. Mais grande a été notre surprise de voir que ce gouvernement est venu allonger leur durée. À plus de 60 ans, je vais dire. Allez les voir sur le terrain. Ils sont inaptes. Mais alors, ce n'est pas l'évaluation en elle-même qui vous pose problème. C'est la reprise, au fait. Oui, la reprise. La reprise. Laissez-moi vous dire, je vais continuer. Ils ont parlé d'absence. Et non seulement ça, vous êtes journaliste et encore père de famille. Vous envoyez votre... Et en même temps... père de famille, je veux dire, vous êtes père des élèves. Je vous le concède. Vous voyez, et un enfant, votre enfant va à l'école. Et je lui fais faire une évaluation dans un mois donné. Au second mois, sans envoyer les résultats, je lui fais encore composer une autre évaluation. Qu'est-ce que vous allez dire? Ils nous font composer une première fois, sans résultat. Nous, on attendait les résultats et ils viennent maintenant nous lancer pour une seconde fois. Mais on ne pourra pas accepter. On ne pourra pas accepter. Il faut que le gouvernement nous envoie d'abord nos résultats pour que nous sachions où nous avions failli pour pouvoir nous relancer. Mais rien de tout ça. Et on nous dit, paf, reprenez les évaluations. Ça froisse. Ça froisse un peu. Et si les résultats vous étaient révélés et qu'ils étaient minables ou cinglants? Non, le DINFRE l'a dit. Comment vous serez comporté? Le DINFRE a applaudi les enseignants. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Il a applaudi les enseignants. Il a dit que nous avions travaillé, que les enseignants ont travaillé. Il y a eu des verts. Le ministre aussi a dit ça la dernière fois. Qu'il y a eu des verts, qu'il y a eu des verts. Il y a eu des verts en mathématiques comme en français. Ah oui. Oui. Donc, si nous avions eu des 20, ça veut dire que l'enseignement, on n'est pas au Niger. Si certains ont eu 20, justement. Beaucoup ont eu 20. Beaucoup ont eu 20. Et moins de 3% n'ont pas eu leur moyenne. Mais vous avancez aussi facilement les statistiques. Non, ce n'est pas moi. C'est le directeur de l'INFRE qui l'a dit. Oui. Il est venu parler. On l'a suivi. En tout cas, nous ne l'avons pas suivi. Oh, on ne l'a pas suivi. C'est vous qui le dites, au nom du directeur de l'INFRE. Frédéric Progéniteur, oui, la reprise en elle-même, en quoi pose-t-elle problème, même si on ne vous a pas présenté les résultats de la première évaluation et que le législateur décide, le gouvernement décide de vous l'organiser à nouveau? Où est le problème?
encore qu'on ne vous a pas exigé de frais de participation à ces tests. Merci, monsieur le journaliste. Sachez que ce gouvernement de rupture prône la lutte contre la corruption, veut un développement. Et pour preuve, le gouvernement, quand il est arrivé, il a suspendu certaines primes dans des structures, des organisations et consorts. Ça veut dire qu'il veut que la grève soit renflouée afin que les travailleurs soient mieux lotis, mieux satisfaits. Vous imaginez des millions qu'on a dépensés pour la première évaluation et cette seconde évaluation encore. Alors l'évaluation en elle-même ne pose pas de problème parce que les enseignants d'abord, avant de rentrer dans la fonction publique aujourd'hui, il faut passer par un concours. Il faut passer par un concours. Pas tous. Mais quand vous dites pas tous, je sais que vous voulez parler d'une catégorie d'enseignants. Oui. Mais ceux-là, qu'ils vous souviennent, une promotion, vous parlez de la promotion de 2008. Mais rappelez-vous bien, c'est la meilleure promotion de toutes les promotions. Permettez-moi de le dire, parce qu'ils ont subi des formations pendant 4 ans affiliés. Et ceux-là, c'est des enseignants bien aguerris aujourd'hui. Quand vous les prenez. Tant mieux. On pourra revenir sur ces détails plus tard. Donc, je disais que l'évaluation même en elle-même ne pose pas de problème. Mais c'est ce qui est caché derrière l'évaluation. Si vous ne voyez pas, regardez-moi. Vos supputations, justement. Oh bon, je ne dirais pas supputation, mais c'est le constat, c'est ce que nous voyons. Sinon, vos imaginations syndicalistes. Le ministre passe des imaginations, c'est par rapport aux propos, par rapport aux arguments que nous donnent ces autorités. Vous imaginez que le ministre nous dit que c'est seul le gouvernement sait ce que les résultats, c'est-à-dire ce qui est derrière cette évaluation. Et vous voyez, quand vous voyez d'abord les conditions dans lesquelles cette évaluation a été organisée, ça prouve déjà qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est pour réprimer. D'abord, nous venons de quitter la grève. 4 mois environ de grève, il y a eu suspension, il n'y a pas eu satisfaction. Les enseignants continuent de réclamer leur statut particulier, les frais défalqués dans leur salaire, et subitement, on demande de les évaluer. Mais ça n'a pas de sens. C'est pour réprimer. Pour réprimer, et vous voyez les conditions d'organisation de l'examen, ça prouve de l'évaluation, ça prouve parce que pourquoi? Laissez-moi vous dire que même un concours, les conditions dans lesquelles, je dis qu'on a envoyé des épreuves sans brouillon. Je n'ai jamais vu ça. Même au concours, je n'ai jamais vu ça. Où les enseignants vont travailler, vont faire des productions sans brouillon. Ça fait un. Le centre dans lequel moi j'étais resté, mais les surveillants nous disent qu'une conseillère pédagogique A312, c'est une directrice d'école, qu'elle enlève sa pochette de candidat, qu'elle aille déposer ça. Et qu'ils ont reçu les trucs là depuis la présidence. Donc, j'ai rien compris. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je parle des conditions dans lesquelles l'évaluation a été organisée, qui nous donnent la raison, c'est-à-dire qui prouvent qu'il y a quelque chose qui est caché derrière cette évaluation. Alors, si je prends le centre dans lequel j'étais resté, par exemple, où il faut stigmatiser l'enseignant, c'est-à-dire quoi? On vous présente une épreuve de mathématiques, une épreuve d'études de cas que vous devez produire, de faire une production sans brouillon. D'abord, vous imaginez l'état du candidat qui veut composer. Vous voyez? C'est pas resté sans brouillon du début jusqu'à la fin. Première chose, on n'a pas eu de brouillon jusqu'à la fin, aucune épreuve. Sur toutes les épreuves, il n'y a pas eu de brouillon. Il n'y a pas eu de brouillon. Première chose. J'ai appris qu'ailleurs, on leur a fourni de papier. En tout cas, à Cotonou, il n'y a pas eu de brouillon. Première chose. Deuxième chose, donc vous voyez déjà l'état psychologique du candidat qui veut composer. Deuxième chose, les surveillants qu'on nous a ramenés. On dit qu'ils ont reçu des trucs là depuis la présidence. Des ordres depuis la présidence où le candidat, l'enseignant, qui fut leur maître, ou bien père de famille, on lui demande, madame, prenez votre pochette de candidat, allez déposer ça là-bas. Même votre boîte mathématique, là, prenez les instruments, allez déposer la boîte. Est-ce qu'on a besoin d'instructions Est-ce qu'on a besoin d'instructions avant de demander à un candidat de se débarrasser de tout document? Mais quel document? La boîte mathématique, carte d'identité, la pochette, c'est un document. Laissez-moi vous dire que c'est une manière de stigmatiser, de traumatiser d'abord l'enseignant pour qu'à la fin, qu'il ne produise pas. Écoutez, là, M. Proginotor, vous savez,
c'est pas parce que vous vous retrouvez... Moi, je voudrais vous démontrer... Oui, c'est pas parce que vous vous retrouvez pour une fois dans la position en griffe, apprenant ou candidat, qu'il ne faille pas reconnaître le bien fondé des principes qu'on a toujours imposés. Je suis d'accord. À tout candidat. Je suis d'accord. Il y a la manière. Voilà. Mais vous pouvez reprocher peut-être la manière ou le style. Maintenant, dire que c'est une instruction de la présidence. Mais c'est ce qu'on nous a servi. On a besoin d'une instruction de la présidence. C'est ce que les chefs centraux, les surveillants nous ont servi. Non, c'est une... On a été victime de ça, on est témoin de ça. C'est peut-être... Vous pouvez ne pas comprendre. C'est peut-être un effet de zèle de me dire que c'est une instruction de la présidence. Mais c'est ce qu'on nous a servi. Tout candidat se doit, dans quelque centre que ce soit, pour quelque évaluation que ce soit, de se débarrasser de tout document. Mais c'est normal, non? Mais jusqu'à se débarrasser de la boîte mathématicale là qui va servir à tracer, quand même. Écoutez, je l'ai dit, qu'il peut s'agir du zèle de ces examinateurs ou de ces surveillants. Permettez-moi de continuer, monsieur le journaliste. Donc, je disais que l'évaluation même ne pose pas de problème, mais à voir déjà ce qui est caché derrière. Déjà, les conditions dans lesquelles on met les enseignants. Vous l'évoquez si bien, ça prouve déjà que vous ne savez pas. Pardon? Quand vous évoquez ce qui est caché derrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de la pure supputation. Non, déjà, le constat est net. On a évoqué les quelques points. Sinon, comment comprendre? Entretenus par les rumeurs. Paraît-il que l'évaluation est organisée pour qu'à la reprise, pour qu'à la rentrée prochaine, l'enseignant qui aurait une note minable, qu'on les lui brandisse, quitte à le faire taire, quitte à l'empêcher de susciter des débrayages et autres. On a évoqué tous ces points, toutes ces rumeurs ici. Ça n'a pas de nom. C'est pour réprimer, c'est pour radier les gens. La belle preuve, vous avez vu, pour la première évaluation, parce que les enseignants ont travaillé sans donner le résultat, après avoir fini la correction et la compilation des notes, on vient nous dire, sans donner le résultat, on vient dire qu'il faut reprendre parce qu'il y a 2% d'absence, tout ça là. Mais quand même. Ghislain Thibodeau. Quand même. Monsieur le journaliste. Ghislain Thibodeau. Si je comprends bien votre position, c'est que l'État, le législateur, ne doit en aucun cas décider d'une quelconque évaluation diagnostique, quitte à fournir, par exemple, la formation adéquate aux enseignants qui en ont besoin. C'est en fait cela l'objectif principal de cette évaluation. Excusez-moi. Avant d'évaluer là, est-ce qu'il ne faut pas former? Avant d'évaluer, en réalité, la formation même devrait précéder l'évaluation. Ça devrait venir avant l'évaluation. En quoi il veut nous évaluer même? Puisqu'on n'a pas subi une formation. Vous voyez? D'abord, en quoi il veut nous évaluer? Et l'évaluation va servir à quoi même? Est-ce que l'évaluation va nous servir à administrer des leçons, des cours aux enfants? Moi, je ne vois même pas. Moi, je ne vois même pas le but là, le bien fondé de leur truc là. Donc, autrement dit, une fois recruté, vous êtes lancé pour la trentaine d'années, sans jauge, sans vérification, sans aucun contrôle. Non, je n'ai jamais dit ça. Vous ne me suivez pas. Vous manipulez vous ne me suivez pas peut-être. Vous formez des âmes. Je disais que la formation devrait venir avant le recrutement? Non. La formation devrait venir avant l'évaluation. On est là. On doit recevoir en réalité des formations et après ces formations, nous évaluer. L'évaluation ne devrait pas venir avant la formation. Vous posé la question de savoir quel est le type d'évaluation. L'évaluation est ici diagnostique. Donc, elle vise ici à reconnaître, elle vise ici à faire un état des lieux. En griffe, des insuffisances, des besoins de l'enseignant. Nous sommes des enseignants. Et il y a une manière propre à nous. C'est insulter. C'est insulter ceux qui sont devant nous, les conseillers pédagogiques, nos inspecteurs. Puisqu'ils ont été formés pour ça.
Pour vous former. Oui, pour nous former, pour venir voir nos compétences dans les classes. Oui. Nous, on a nos manières. Mais comment cela se fait-il? Le font-ils tous les ans? À travers vous voulez parler des conseillers pédagogiques, oui. Des inspecteurs. Vous voulez parler des examens après, des examens pratiques et autres? Non, après non, le BIP, non, CAP et non, autres. non, non. Est-ce que ces différents examens suffisent pour avoir un examen? Non, vous n'êtes pas du domaine. Je sais ce que je dis et l'enseignant qui me suit, c'est ce que je sais. Je suis en train de dire. Vous voyez? Le conseiller est là. Il aide l'inspecteur à travailler. Et quelle est leur tâche? Ils doivent aller chez des enseignants. Et l'enseignant doit être visité plusieurs fois par année. Le font-ils? Le point d'interrogation est là. Ils le font. Alors, ils le font. Moi, je ne vais pas sous-estimer, mes encadreurs. Ils le font bien. Et c'est le gouvernement. Vous ne disiez pas le contraire parce que ce sont vos supérieurs, parce que vous dites quoi que ce soit ici, et l'examen sera peut-être corsé la rentrée prochaine pour vous. Donc, je vous comprends, M. Etibozo. Vous ne direz pas que vous avez reçu 3 visites d'un conseiller pédagogique l'année écoulée. Est-ce que... Non. Alors, ça vous dit qu'il y a besoin. Non, vous êtes ici. C'est moi qui vais vous donner l'information. Moi, je dis, les conseillers font leur travail. Oui, c'est le gouvernement qui est en train de sous-estimer nos encadreurs. Ils ne sont pas aussi ceux qui sont en train de penser là, non. Mais ils sont à la taille. Oui, mais qui mandate vos encadreurs? C'est le législateur, c'est l'État. Et il y a des rapports que remontent vos encadreurs à l'instance supérieure, au ministère et autres, dont vous n'avez pas la substance. Quand l'État, quand l'enseignant, quand le conseiller pédagogique, quand l'inspecteur vient pour tel ou tel contrôle, vous rend-il le rapport, vous, enseignant? Mais non. Allez-y. Vous répondez. Laissez-moi répondre. Allez-y. Vous ne me direz pas que vous avez le rapport, le retour de chaque passage de votre inspecteur. Maintenant, le retour, là, si on n'a pas le retour, est-ce que c'est à cause de ça que maintenant ils vont transformer ce qui était de normal? Ce qui est de normal, ce que nous connaissons depuis l'ancien temps, c'est que l'enseignant doit être visité par le CP, le conseiller. Et ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Nous, on est formés. Il y a des unités pédagogiques. Nous, on est formés. Hein. C'est vous qui ne le savez pas. Et je dis bien que les conseillers pédagogiques, les inspecteurs sont à la taille Je ferai le même exercice si j'étais dans votre position. Vous ne me direz pas le contraire. Monsieur Proginoto. Oui. Y a-t-il besoin de formation pour les enseignants? Oui ou non? Aucun enseignant ne peut refuser d'être formé. La preuve, il y a d'innovation. Il y a d'innovation, le monde évolue. Il y a l'informatique, par exemple, la technologie. Donc, aucun enseignant ne saurait refuser une formation. Alors, je reviens encore sur l'évaluation. Parce que tout à l'heure, vous avez abordé le type d'évaluation. Ici, nous parlons d'évaluation diagnostique. Permettez-moi de vous demander, c'est vrai, c'est vous qui posez les questions ici. Lorsque nous voulons faire une étude de marché, par exemple, je vais prendre, par exemple, le maïs, voir comment ce produit est écoulé dans le pays. Est-ce que je dois prendre pas tous les vendeuses de maïs de tout le Bénin avant de savoir? Mais il faut prendre des échantillons. Il faut prendre même les analyses que les gens font dans les laboratoires. C'est les échantillons qu'on prenne. Mon camarade Etibozo vient de le dire, que sur le terrain, il y a des conseillers pédagogiques, il y a les inspecteurs qui ont pour rôle de rendre visite à l'enseignant dans les classes. Et ils savent bien le problème de l'école, le problème que l'enseignant a. Vous voyez? Et déjà à partir de ça, on peut organiser, on peut produire des modules par rapport à ça et régler le problème de l'enseignant. Mais on n'est pas obligé de venir ramener tous les enseignants du Bénin et venir d'abord les évaluer avant de connaître le problème de l'enseignant. Ce n'est pas possible. Les autorités savent bien où se trouve le problème de l'enseignement. Le problème de l'école, nous savons tous. Je n'aimerais pas évoquer cette nébuleuse. Donc, nous, c'est pour vous démontrer une fois encore que cette évaluation n'a pas de nom. C'est la pure provocation.
Vous voyez, c'est une banalisation, c'est la chosification et l'acharnement moral des enseignants. Je n'aimerais pas évoquer la nébuleuse que constitue le rôle de vos encadreurs que vous encensez, citons, les conseillers pédagogiques, les inspecteurs et autres. Le détail qui vous échappe est que nous, sans être des enquêteurs aussi, nous avons eu comme formation les sciences de l'éducation et nous avons eu à faire des immersions dans des écoles. Et nous savons quelle est la zone attribuée que couvre chaque conseil pédagogique. Et nous savons combien de fois le conseil pédagogique sillonne plus ou moins chaque groupe pédagogique au cours d'une année scolaire. Donc ça vous dit aussi qu'il y a là des lacunes, des insuffisances monstres à révéler. Je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas évoquer ici. Mais je sais de quoi je vous parle. Il faut recruter maintenant beaucoup de conseillers. Donc ça vous dit, quand vous voulez résumer cette évaluation diagnostique aux encadreurs, à savoir les conseillers pédagogiques et inspecteurs et autres, eh bien, je vous dis qu'il y a là encore besoin de renforcer ce suivi. Même le simple profane connaît aujourd'hui les problèmes de l'école. Le problème de l'école, il faut recruter massivement d'enseignants. Le simple profane n'a pas besoin d'être autorité, d'être enseignant, d'être journaliste avant de connaître le problème de l'école, les problèmes que mène l'école aujourd'hui actuellement. Si vous n'avez pas d'enseignants dans les écoles, l'enfant qui a commencé le CI par exemple, et au CP il ne trouve pas d'enseignants. Au CI il en trouve. Jusqu'au CM2, peut-être il a rencontré seulement 3 enseignants sur ceux qui 6. Vous pensez que celui-là, les examens peuvent donner un bon rendement? Mais il faut recruter des enseignants. Les gens savent bien où se trouvent les problèmes et on laisse et on s'attaque à autre chose. Ce n'est pas bien. Il faut recruter. Je reviens encore sous ce régime. Il y a déjà un concours qui est organisé. En 2016, on a recruté des enseignants. Je vous dis que depuis 2012, il n'y a plus d'enseignants non qualifiés dans le système éducatif. Pour rentrer dans la fonction enseignante aujourd'hui, on rentre avec le diplôme professionnel. La catégorie d'enseignants dont vous parlez tout à l'heure, ceux-là ont été formés, ils ont eu ce diplôme, ils ont le cap aujourd'hui. N'est pas qui veut, celui qui a le cap, mais celui qui le mérite. Vous voyez? Donc on ne saurait parler aujourd'hui d'insuffisance pédagogique au niveau des enseignants. Alors c'est vrai, il faut une élévation de niveau, ça je suis d'accord, parce que le monde évolue, mais permettez-moi de tirer encore l'attention sur quelque chose. Vous avez vu pour cette évaluation, on a soumis plutôt les enseignants de la maternelle et du primaire là, à une même épreuve, par exemple la mathématique. Imaginez vous-même. L'un des principes de l'approche par compétence demande qu'on évalue l'apprenant sur ce qu'on lui a appris. Oui. Est-ce que ces enseignants de la maternelle et du primaire, par exemple, est-ce que c'est la mathématique sur laquelle on les évalue, c'est ça qu'ils enseignent aux enfants de la maternelle et primaire? Est-ce qu'on veut voir comment ils travaillent, comment ils déroulent les épreuves, comment ils déroulent c'est là déjà un hic. La pédagogie? C'est là déjà un hic. Vous voyez? Oui. Alors, donc, l'élévation de niveau, nous sommes d'accord. Mais ne pas évaluer l'enseignant sur quelle est la pédagogie, comment il déroule ses leçons, comment il conduit sa classe, c'est ce qui est situé, ce qu'on devait faire normalement pour savoir quelle est l'insuffisance dont tu as besoin l'enseignant. Quels sont les problèmes dont tu as besoin l'enseignant. Je dis que les problèmes pour appréhender, pour mieux comprendre ces insuffisances, il faut évaluer. Il faut évaluer. Sinon, comment distinguer? Vous l'avez bien dit. On l'a déjà démontré tout à l'heure. Comment le distinguer? Nous l'avons déjà évalué. Nous l'avons déjà démontré tout à l'heure. Pour finir, Monsieur Ghislain Thibodeau, quand c'est l'enseignant, je dirais le personnage principal qui est censé inculquer les principes souverains, les bons principes, les principes éducatifs, quand c'est l'enseignant qui revient à ne pas obtempérer à l'autorité, au détour d'un boycott, comme ce fut le cas samedi dernier. Que dire alors aux apprenants? Que dire aux enfants? Non, c'est la manière. C'est la manière. Et est-ce que nous allons dire qu'on n'a pas accepté la demande de l'autorité? Non, la belle preuve est que
À la première évaluation, on était sur le terrain à plus de 98%. Dans les normes, je vous avais dit tantôt que sans résultat, on a fait une évaluation qui est sans suite. Alors, le gouvernement n'a qu'à se poser aussi des questions. Un résultat sans suite. Vous envoyez votre enfant à l'école, on l'évalue. On n'envoie pas le résultat à la maison, on n'envoie pas le carnet de correspondance et on vous demande encore, à l'enfant qu'on va encore l'évaluer. Que dira vous parents d'élèves? Soit cet enseignant-là est un enseignant paresseux ou bien il a quelque chose qu'on doit lui reprocher. Donc le gouvernement là a quelque chose qu'on doit lui reprocher. Vous voyez un peu? Monsieur Ghislain Thibodeau, vous avez dit, Frédéric Proginotto, je vous repose la même question. Oui. Vous savez, Jean-Jacques Rousseau a dit qu'on entretient les plantes par la culture et l'homme par l'éducation. Et parlant de l'éducation, vous faites partie des acteurs, des principaux acteurs éducatifs, des partenaires sociaux, c'est-à-dire non négligeables. Et c'est maintenant à vous qui donnez l'exemple du non-respect de l'autorité. Ok. La meilleure pédagogie commence par le bon exemple. Qu'ils vous souviennent que cette autorité a déjà boycotté, a déjà violé violemment notre constitution à plusieurs reprises. Je ne veux pas de ce gouvernement, que vous savez bien. Ce n'est pas à nous aujourd'hui. Vous n'avez aucun élément constitutif. Mais lorsque la Cour de Holo donne des décisions et puis on dit qu'il faut jeter ça à la poubelle, ça là n'est pas déjà un exemple que nous devons suivre. Vous aurez voulu qu'on... C'est déjà un exemple que nous pouvons suivre. On fait de la politique ou on parle d'éducation? Mais on fait les deux à la fois. Mais non, ici on parle d'éducation. Mais il n'y a pas de l'éducation sans la politique. Vous savez bien, lorsque je vous reprécise ma question, si possible. Oui, allez-y. Alors, je dis, comment comprendre que le personnage principal qui est censé inculquer les bonnes manières en vient à ne pas respecter l'autorité de l'État? Et je vous reprends encore la même chose. Je vous dis que le bon exemple. Autrement dit, on finira pas. Quand l'injustice devient la loi, sachez que la résistance devient un devoir. Ça là, c'est quelqu'un qui l'a dit. Frédéric Proginotto, je rappelle que vous êtes secrétaire général. Puisque vous avez voulu ne pas répondre à ma question. Non, mais je vous réponds, c'est vous qui n'avez pas voulu me comprendre. Permettez-moi d'abord, il semble que nous avons déjà la fin. Si c'est le cas, permettez-moi d'abord de remercier tous les enseignants, de les féliciter. Je les félicite, je les remercie d'avoir compris une fois qu'ils ont une valeur, une dignité qu'ils doivent défendre. Et c'est ça qu'ils ont démontré le samedi passé. Et je leur demande une fois encore. On ne respecte pas l'autorité. On ne respecte pas leur hiérarchie. On ne respecte pas leur ministère. On ne respecte pas la législation. Mais quand vous parlez de respect, je vous ai dit, la meilleure pédagogie, ce n'est pas l'exemple. Justement, vous venez bien de le dire. Et l'exemple aurait été le respect de l'ordre qui émane de l'autorité. Et puis après, vous enclenchez les négociations, vous enclenchez peut-être quelques bras de fer que ce soit. On dirait que vous ne vivez pas au Bénin ici. Vous ne suivez pas tout ce qui se passe au Bénin depuis... Frédéric Proginotto, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SINA-Prime, syndicat national des enseignants publics primaires et maternels. Face à vous, le secrétaire général du CINIE Bénin, département, sur le plan départemental, du littoral, n'est-ce pas? Du littoral. D'accord, le secrétaire général du CINIE Bénin, je dirais branche littorale. Merci pour votre disponibilité. De temps à autre, nous vous solliciterons pour avoir aussi votre son de cloche, mais ramenez la balle à terre. Vous faites bien de féliciter vos pairs pour la lutte syndicale, tant mieux. Je ne vous dirai pas le contraire, mais que l'intérêt général prime. Que l'intérêt général prime. Non pas l'intérêt égoïste de tel clan, de telle branche syndicale, non pas l'intérêt de telle corporation, mais les enfants, puisque c'est cela l'objectif principal, l'éducation. Et la rentrée, nous y serons dans quelques semaines. Nous y serons dans quelques semaines.
et à vous suivre, à vous lire, dans les coulisses aussi, c'est que vous pouvez aussi tenter de perturber cette rentrée. Mais c'est déjà un signal. C'est déjà un signal. Ce boycott est déjà un signal. Je dirais même que ce boycott est déjà un signal par rapport à la rentrée et même au référendum dont le gouvernement tente de faire. Encore que le gouvernement ne s'est jamais prononcé sur quel référendum que ce soit. Il doit tirer beaucoup de leçons dedans. Mais vous êtes plus politique que syndicaliste, à ce que je constate. Nous sommes à la fois